Il y a des rêves qui troublent profondément, pas seulement parce qu'ils sont intenses, mais parce qu'ils semblent annoncer quelque chose. Un accident rêvé avec une précision étrange, ça peut être une rupture ressentie avant qu'elle ne soit prononcée, une rencontre vue en songe avant qu'elle n'advienne. Et le lendemain, ou quelques semaines plus tard, quelque chose se produit. Alors une pensée surgit. Et si ce rêve avait vu l'avenir? Cette idée fascine, parce qu'elle donne au rêve une puissance presque sacrée, parce qu'elle nous place face à quelque chose qui nous dépasse, parce qu'elle suggère qu'il existerait une dimension invisible réelle. Mais cette idée inquiète aussi, parce que si le rêve peut prédire, alors sommes-nous encore libres? Sommes-nous en train de vivre un scénario déjà écrit? Ou sommes-nous simplement en train d'interpréter le hasard? Aujourd'hui, je ne vais ni ridiculiser l'idée du rêve prophétique, ni l'embrasser naïvement. Le rêve peut vraiment annoncer l'avenir, et je ne vais pas contourner la question. Je crois que la majorité des rêves dits prophétiques sont en réalité prospectifs. Mais je crois aussi que certains rêves dépassent l'anticipation psychologique. Et aujourd'hui, je vais défendre cette position, avec des sources, avec des cas, mais avec des limites. Alors, entrons sérieusement dans le sujet. Dans la tradition biblique, le rêve n'est pas un divertissement nocturne. Il est parfois un vecteur de révélation. Dans la Genèse, Joseph interprète le rêve du pharaon. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Il annonce 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Mais observons attentivement le contexte. Joseph est présenté comme un interprète exceptionnel, le rêve n'est pas livré à l'interprétation populaire et il nécessite discernement, médiation et autorité. Le rêve prophétique n'est pas démocratique. Il est rare, situé, missionné. Passons à l'Antiquité grecque. Au IIe siècle, Artémidore de Daldis écrit l'Oneiro Critica, l'un des premiers traités systématiques sur l'interprétation des rêves. Il collecte des centaines de récits, il classe, compare, analyse. Il distingue les rêves symboliques, avec leurs allégories et qui nécessitent des interprétations, et les rêves théorématiques qui montreraient directement l'événement à venir. Mais il insiste sur un point. La majorité des rêves sont symboliques. Ils ne livrent pas l'avenir brut, ils parlent à travers des images codées liées à la condition sociale, au statut et à la situation personnelle du rêveur. Même chose dans la tradition islamique. Ibn Sirin, j'espère que je le prononce bien, au 8e siècle, distingue les rêves véridiques, les rêves issus de l'activité psychique et les rêves confus, perturbés. Et là encore, les rêves véridiques sont minoritaires. Ce que ces traditions partagent est essentiel. Elles reconnaissent la possibilité du rêve prophétique, mais elles le raréfient, elles le cadrent, elles le responsabilisent. Rien à voir avec la culture actuelle tout est un signe. Historiquement, le rêve prophétique est l'exception, pas la norme. Commençons par un cas célèbre, Abraham Lincoln. Quelques jours avant son assassinat en 1865, Abraham Lincoln raconte à son entourage un rêve. Il traverse la Maison-Blanche, il entend des pleurs et il voit un corps dans un cercueil. On lui dit « Le président a été assassiné !» et ce rêve est rapporté par son ami Ward Hill Lamon après sa mort. On peut discuter la fiabilité exacte du témoignage, mais le récit est attesté dans plusieurs sources biographiques sérieuses. Alors, est-ce une prémonition, une coïncidence ou une projection d'un climat politique tendu? Le débat reste ouvert. Prenons Mark Twain. L'écrivain Mark Twain rapporte avoir rêvé du cercueil de son frère placé dans un salon précis avec une couronne blanche. Quelques semaines plus tard, son frère meurt dans une explosion de bateau à vapeur. Les détails correspondent de manière troublante. Là encore, ce témoignage vient du récit autobiographique publié par Twain lui-même. Les rêves liés au Titanic. Plusieurs passagers auraient rapporté des rêves ou intuitions négatives avant l'embarquement du Titanic. Certains ont annulé leur voyage. Les historiens débattent, est-ce une reconstruction postérieure ou des biais mémoriels?
ces cas ne prouvent rien définitivement, mais ils posent quand même une question. Les sceptiques invoquent les biais de confirmation, la mémoire reconstructive, la sélection des cas impressionnants ou l'oubli massif des rêves non réalisés. Ces arguments sont valides. Comme nous rêvons des milliers de fois, quelques coïncidences statistiques sont inévitables. Le modèle du predictive processing, développé notamment par Carl Friston, repose sur une idée forte. Le cerveau n'est pas un simple récepteur, il est un organe prédictif. Il émet en permanence des hypothèses sur ce qui va se produire. Il ajuste ses modèles internes en fonction des erreurs de prédiction. Autrement dit, nous vivons déjà dans une anticipation constante. En rêve, ce mécanisme continue. Le rêve devient un laboratoire de simulation. Le neuropsychanalyste Mark Solms a montré que le rêve est profondément lié au système émotionnel et motivationnel. Le rêve travaille nos conflits, nos désirs, nos peurs. Prenons un cas documenté. Dans les études sur le deuil anticipé, on observe que les personnes dont un proche est gravement malade rêvent parfois de sa mort avant qu'elle ne survienne. Est-ce une prophétie ? Pas nécessairement. L'inconscient a intégré des signaux faibles, la fragilité physique, les discours médicaux et les changements comportementaux. Le conscient refuse parfois l'idée, mais le rêve, lui, dramatise la probabilité. Quand le décès survient, le rêve paraît prédictif, mais il y a de fortes chances qu'il ait été prospectif. Il travaille une réalité déjà en formation. La science valide le fait que le cerveau anticipe, le rêve simule des futurs possibles et l'émotion rend ces scénarios plus marquants. Mais ce que la science ne valide pas, c'est notre capacité démontrée à prédire un événement totalement indépendant de toute donnée perceptible. Et là, cette frontière est cruciale. C'est ici que Carl Gustav Jung devient fondamental. Jung parle des rêves prospectifs. Un rêve prospectif ne prédit pas un événement extérieur. Il révèle une mutation intérieure en cours. Imaginons, une personne rêve qu'elle quitte sa maison, qu'elle traverse un pont et qu'elle perd ses repères. Quelques mois plus tard, elle change de travail. Le rêve n'a pas consulté l'avenir, il a perçu la transformation psychique. Jung parle aussi de la fonction compensatrice du rêve. Le rêve, vous le savez, équilibre la conscience et si tu refuses une décision, le rêve la met en scène. Si tu nies un conflit, le rêve l'exagère. Et quand l'événement survient ensuite, on a tendance facilement à croire à une forme de prophétie. Mais le rêve avait détecté la tension. Il avait vu l'intérieur, pas l'extérieur. Mais Jung ne parlait pas seulement des rêves prospectifs. Il s'intéressait aussi au phénomène de synchronicité. Il évoque des coïncidences signifiantes non causales. Il ne dit pas le rêve prédit, mais il ouvre la possibilité que psyché et événements puissent parfois entrer en résonance. C'est une hypothèse philosophique, pas une preuve scientifique, mais elle mérite d'être pensée. Maintenant, soyons lucides. Il existe des récits troublants, des rêves extrêmement précis, des coïncidences improbables. Les sciences cognitives évoquent, des biais de confirmation, des reconstructions de mémoire, tout ça, et ces mécanismes expliquent beaucoup. Mais la conscience humaine n'est pas totalement élucidée. Alors, reconnaître cela ne signifie pas nécessairement affirmer le surnaturel, mais cela signifie quand même d'accepter l'incomplétude du savoir. Je vais être directe. Je crois que 80 à 90% des rêves dits prophétiques sont prospectifs. Je me laisserai 9% qui révéleraient de coïncidences statistiques et peut-être 1% resterait inexplicable dans l'état actuel des connaissances. Ce 1%, je ne le nie pas, je ne l'exploite pas, je le respecte. Et peut-être que j'y applique ma propre croyance. En tout cas, l'histoire humaine contient des phénomènes que la science met parfois des décennies à comprendre. Croire que tout est déjà expliqué est une forme de dogmatisme, mais croire que tout est surnaturel en est un autre. Si tu as fait un rêve qui semble annoncer quelque chose, interroge-toi. Quels signaux de ma réalité actuelle ai-je peut-être perçus sans les formuler dans la vie ? Quelle décision suis-je en train d'éviter ? Et quelle transformation est en train de s'opérer ? Si l'événement se produit ensuite, ne te précipite pas vers l'explication mystique. Demande-toi, le rêve a-t-il vu l'avenir ou a-t-il vu ce que je savais déjà au fond ?
Un rêve potentiellement prophétique, s'il existe, aurait plusieurs caractéristiques. Une clarté inhabituelle, une charge émotionnelle stable non hystérique et une impression de neutralité plutôt que d'angoisse. Et une absence de lien direct avec une préoccupation immédiate. La plupart des rêves émotionnels intenses ne sont pas prophétiques. Ils sont, on va dire, psychiques. La confusion, en fait, vient de là. Donc, la seule chose que j'aurais à dire pour conclure, je crois profondément que le rêve n'est pas un simple bruit neuronal. Il anticipe très souvent. Il révèle toujours et nous prépare au changement. Mais je crois qu'il existe aussi des rêves qui touchent à quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Le rêve prophétique existe, à mon sens. Mais c'est une réponse rare qu'il faut savoir accueillir. Et la rareté de ces rêves fait d'ailleurs leur force. Mais la puissance des rêves, finalement, ne réside pas dans la prédiction. Elle réside dans la capacité à nous révéler. Et ce qui importe le plus, je pense, ce n'est pas de savoir si le rêve a vu l'avenir, mais s'il t'a permis de voir plus clair en toi et d'anticiper peut-être une transformation en cours ou à venir. La bulle s'ouvre.